La lettre T nous permet de parler de la temporalité, du temps de la pensée philosophique. En effet, bien que l'on pense sans cesse dans la vie quotidienne, en philosophie, on ne pense pas tout à fait de la même façon, selon la même modalité. Contrairement à la pensée ordinaire, la pensée philosophique exige une temporalité douce, lente et régulière. En un mot, il faut prendre son temps ou, plus spécifiquement, être pris dans un temps plus lent, qui nous contraint à réfléchir de façon avec plus de précaution, plus d'attention, plus de délicatesse, quelque part. Par rapport aux enfants de notre société contemporaine, il semble que cet enjeu est encore plus important dans la mesure où la société semble soumise à un mouvement d'accélération généralisée, dans laquelle il faudrait aller toujours plus vite, de façon plus intense, plus efficace. Quel est donc pour vous l'impact de cette temporalité lente sur les enfants ? Pensez-vous qu'il est essentiel de transmettre aux enfants la faculté de prendre son temps pour penser ? Hegel aurait parlé de la patience du concept. Qu'est-ce que la patience du concept alors ? Précisément, la nécessité d'une perlaboration pour que le concept puisse lui-même, disons, s'épanouir, se développer. Alors moi j'appelle plutôt ça un processus de conceptualisation, mais au niveau didactique. Alors la question, c'est une question de fond ça, parce que en fait la discussion est à base d'oral. Or l'oralité c'est quand même une certaine spontanéité. Puis on s'interrompt dans sa phrase, on recommence, etc. Donc la continuité, la cohérence du propos n'est pas toujours, disons, évidente. Donc, à mon avis, il faut articuler l'oral et l'écrit. Parce que précisément, l'écriture, c'est la solitude de la pensée face à la page blanche, dans le silence, et donc une temporalité, disons, beaucoup plus lente. Mais ce qui est intéressant dans l'oralité de la discussion, c'est le fait qu'on ait à différer, quelque part, disons, sa parole. On sait que les enfants sont très spontanés, il y a toujours des tas de mains levées, etc., etc. Il faut même... disons, temporiser un petit peu, donc faire un ordre de parole, organiser finalement, disons, la parole. Et alors beaucoup d'enfants sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont envie de dire sur le coup, quoi. Dans l'instant. Dans l'instant. Or précisément, le fait d'avoir à différer, alors moi j'ai fait l'expérience entre une animation de type socioculturel où on donne la parole à ceux qui lèvent la main, disons, en premier, et puis une animation beaucoup plus régulée où précisément on est obligé d'attendre pour pouvoir parler. Et là, j'ai remarqué que dans le premier cas, où on parle de manière, disons, très spontanée, les interventions sont très courtes et très affectives. Par contre, lorsqu'elles sont différées, elles sont plus longues, parce que la pensée a eu le temps de se structurer, et en même temps, elles sont moins affectives, parce que précisément, il y a eu déjà une décantation un petit peu, disons, de l'affect. Donc, il me semble que si le fait d'avoir à différer sa parole dans une discussion est une source de frustration, la frustration alimente le désir. Et qu'elle donne le temps précisément à la pensée de s'organiser. Donc finalement, dans l'oral, même si effectivement, il y a, dans la vivacité de l'oral, il y a des moments d'accélération, d'animation, justement, de vitalité, on va quand même essayer toujours de ralentir le rythme pour prendre le temps de formuler de façon plus nuancée, subtile, la pensée. Et c'est pour ça qu'il faut conjoindre à la fois les avantages de l'oral et de l'écrit. Nous ne pouvons pas penser sans le langage, mais il y a deux codes dans le langage. Il y a le langage oral et le langage écrit. L'oral a comme avantage que c'est une parole vive. C'est la parole de l'autre incarné qui s'adresse à moi, disons, qui m'interpelle et du coup, qui m'oblige quelque part à réagir. Donc il y a dans l'oralité une incitation, une stimulation, disons, intellectuelle qui est très intéressante. Mais effectivement, donc il n'y a pas la trace, et puis il y a une difficulté finalement, disons, de se poser. Parce qu'on parle dans le linéaire, disons, du flux de la parole. Par contre, disons, dans l'écrit, alors dès qu'il est sorti de moi, Platon l'a bien dit, l'écrit il est un peu mort, quoi. Mais il a comme avantage de laisser trace. Et il permet à ce moment-là, disons, la rature. C'est-à-dire la possibilité de revenir sur ce que l'on a écrit, qui est notre pensée qui s'est donc objectivée, de manière à la préciser. Et d'ailleurs, Goody montre que l'invention de l'écriture à 5000 ans, disons, dans l'humanité, ça a été aussi la naissance de la raison.
Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc moi je suis finalement donc, pour conjoindre les avantages des deux codes finalement donc, de la parole, c'est-à-dire l'oral et l'écrit. Et on peut très bien utiliser l'écrit avant la discussion pour réfléchir un petit peu donc, à ce que... On peut faire des pauses un petit peu structurantes pendant la discussion en disant, dites, ça fait un quart d'heure qu'on discute, on arrête tout et on met maintenant un petit peu par écrit ou un année par rapport à la question qui est posée au tableau. Et puis on peut très bien écrire après, disons, la discussion pour reposer un petit peu, disons, sa pensée. Donc les temporalités, finalement, doivent être articulées. Et finalement, on dirait qu'on a l'impression que cette temporalité plus longue qui va de l'oral à l'écrit, qui s'applique, etc., permet d'étoffer finalement et de faire gonfler peut-être l'idée. Tout à fait. Alors pour terminer, on pourrait parler du kairos. Donc le kairos, c'est le moment opportun. C'est l'idée qu'il y a des moments spécifiques qu'il faut saisir. Vous en avez parlé récemment dans un article de Diotim en parlant de la posture du facilitateur qui doit apprendre justement à saisir peut-être le kairos. Est-ce que vous pouvez développer cette idée et nous expliquer pourquoi c'est si important ? Le kairos, c'est le moment opportun. Par opposition à Chronos, qui est le dieu du temps long, Kairos, c'est le dieu, disons, du temps court, le dieu, finalement, disons, de l'instant. Et on le figure avec des cheveux, disons, sur le devant. Parce que quand il se présente, il faut le prendre. Il faut le prendre tout de suite, parce que sinon, il a le crâne qui est lisse, comme moi, et si on a raté, hop, ça glisse, et le moment est passé. Alors, par exemple, moi, je ne demande pas la parole au président de séance dans mon dispositif. Et des gens me disent, mais un petit peu, c'est antidémocratique ce que tu fais. Tu dis non. Précisément, moi, je suis une vigilance philosophique et il faut que je puisse sauter sur le kairos dès qu'il se présente. C'est-à-dire que dès que je sens qu'une distinction conceptuelle émerge, qu'une définition un petit peu se tente, qu'une objection, disons, commence à se faire, etc., je saute à ce moment-là sur ce qu'on peut appeler des moments philosophiques et à ce moment-là, de manière à pouvoir un petit peu donc, les approfondir. Mais finalement, si j'attendais mon tour pour intervenir dans le tour de parole, j'aurais raté ces kairos. Donc il faut, en tant qu'animateur philosophe, il faut apprendre à bondir sur les idées des enfants, mais évidemment sans les attraper par les cheveux, j'imagine. Absolument.